Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la réversibilité des bâtiments. Je suis Laura Rouffignac, coordinatrice du pôle bâti existant rénovation. Ce webinaire est le 11e de la série des vendredis du bâtiment durable créé en 2022. Donc c'est une série lancée dans le cadre des objectifs du plan bâtiment durable Occitanie, copilotée et financée par l'ADEME, l'ADREAL, la région Occitanie et le plan bâtiment durable national. Ce plan est animé par Envirbat Occitanie. Il permet de fédérer l'ensemble des acteurs du bâtiment et de l'aménagement autour d'une stratégie partagée pour réussir la transition énergétique et écologique. Il permet également de valoriser les projets exemplaires occitans. Et donc, avant de vous parler du programme, quelques informations sur le bon déroulé du webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré et donnera lieu à un replay bientôt disponible sur notre site web. Vos micros et vos caméras sont bloqués pendant toute la durée du webinaire. Et si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Une session questions-réponses est prévue à la fin des présentations. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, nous y répondrons dans la FAQ de l'article du replay qui sera publié. Allez, écoutez, c'est parti. Nos intervenants vont vous partager leur retour d'expérience afin de vous donner les clés pour concevoir la ville durable de demain. Et en guise d'introduction, Laurence Boredon de l'agence PUVA présentera le projet de la caserne d'Espagne à Auch et partagera une approche de la réversibilité à l'échelle urbaine. Ensuite, Joseph Almoudévert, Jérémy Herter et Charlotte Calabic présenteront un projet de transformation de l'existant avec changement d'usage. La résidence étudiante Armand du Portal à Toulouse pour le Crous. Le troisième projet, c'est le village Saint-Aubin à Toulouse qui abordera également le sujet de la transformation du bâti existant, mais sous l'angle de la modularité et de l'évolutivité des espaces. Il sera présenté par Charlotte Calabic de l'agence Artel. Et le dernier projet portera sur une opération de construction neuve en ces collèges Fort-Marianne à Montpellier, réalisée en construction bois modulaire, présenté par Sylvain Florel de Selvéa et Marc Galigani d'AMG Architectes. Voilà, donc Laurence, je vous laisse la parole pour le premier retour d'expérience. Et avec la souris. Sur la petite flèche. Bonjour à tous, donc je suis Laurence Boredon, urbaniste. Je suis mandataire pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage urbaine et une mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics pour la reconversion de la caserne Espagne à Auch, dans le Gers. Donc, je vais quand même présenter l'ensemble de l'équipe. Donc, moi, je suis Laurence Boredon, donc pour l'agence Aimable. Nous sommes associés avec le bureau d'études XMGE, avec la paysagiste APUC, avec Pavillon Architecture pour l'aspect patrimonial et Comet Environnement pour l'aspect environnemental et Studio Dicro pour le projet de conception lumière. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que cette caserne dans la ville de Auch, qui a été construite à partir de la première partie du XXe siècle. Et puis vous raconter un petit peu les évolutions qu'elle a connues dans la dernière partie du XXe siècle et celles qui vont s'amorcer, qui s'amorcent déjà, puisqu'il y a déjà un certain nombre de bâtiments qui ont été réhabilités. Donc ici, vous avez la carte d'état-major et la photo aérienne plus ou moins actuelle d'une partie de la ville de Auch. Vous retrouvez ici la rivière. Et vous avez la caserne qui est ici, en pied de ville haute, la ville haute de Auch, avec la cathédrale, la ville médiévale se trouvant ici, en point haut. Et donc, à partir de 1821, on va avoir ce projet de caserne qui va, dans un premier temps, s'installer rive gauche, à la fin de la ville, qui va venir fermer la ville. On voit qu'ici, on a un relief qui s'écrase contre la rivière, en lieu et place d'une ancienne maison de force. Et à partir du milieu du 19e siècle, on va
étendre cette caserne de l'autre côté de la rivière. Donc ça va être d'abord 4 bâtiments identiques qui vont s'installer au milieu des champs. Et on voit ici la situation actuelle. Donc la ville s'arrête toujours plus ou moins sur ce pincement ici géomorphologique. Et par contre, elle s'est complètement développée, coincée en fait contre cette caserne qui était encore fermée. Voilà, un clos de 5 hectares qui était encore complètement fermé il y a 2 ou 3 ans. Donc les bâtiments sur la rive droite ont évolué jusque dans les années 70. On va voir qu'on a une multitude de typologies architecturales qui se sont déployées, même si les parties construites au XIXe siècle restent dominantes. Donc ici, vous avez une photo aérienne de la caserne en 1945. On voit donc les 4 bâtiments identiques sur la rive droite, dans leur axe le manège à chevaux et des écuries qui ont été construites au début du XXe siècle ici. Et donc on voit le grand U formé par le bâtiment de la rive gauche. Donc en 2017, la photo aérienne, elle met en évidence déjà une première partie de réhabilitation des bâtiments qui sont ici les écuries du début du XXe, qui ont été réinvestis par un pôle de promotion des arts du cirque, appelé Circa, qui a donc réhabilité cette partie-là, développé un dôme, et on a tout un pôle culturel qui s'est développé sur la ville de Auch à cet endroit-là, avec la création de Ciné 32. Donc nous, quand on arrive sur le dossier en 2021, on a ce pôle qui est très bien implanté, qui a une très bonne visibilité même à l'échelle régionale, puisque Circa est assez connu, mais la caserne est toujours fermée et le premier projet qui sortira sera le projet de l'école d'infirmières ici dans le manège à chevaux. Donc on a 20 000 mètres carrés de plancher qui vont être reconvertis, donc qui sont pour grande partie donc les bâtiments qui sont installés autour des 2 grandes cours d'armes de part et d'autre de la rivière, qui étaient à l'origine des écuries surmontées de logements. Mais on a aussi le manège à chevaux que je viens d'évoquer, des hangars en tôle de qualité architecturale plus que banale, mais qui vont être intéressants au titre de la réhabilitation parce qu'ils constituent un droit à construire dans un périmètre qui est très largement inondable. Et puis des bâtiments assez modestes, mais qui ont la qualité d'exister, comme ce bâtiment ici, construit en 1970, pour ajouter des logements sur le site. Le projet va consister à un changement d'affectation complet de ça, avec une programmation assez contrastée, puisqu'on va avoir de la formation, des pratiques sport et loisirs, de la restauration, la CCI, donc du tertiaire, encore de la formation avec le Greta, et rive gauche, on va avoir de la formation, du logement, des professions médicales. La programmation n'est pas complètement aboutie sur ces bâtiments, elle est en cours, elle est figée sur un certain nombre de bâtiments. La commune est devenue propriétaire de l'ensemble du site, donc qui fait 5 hectares, et vend progressivement les bâtiments à des porteurs de projets et reste propriétaire de l'ensemble des espaces extérieurs qui vont devenir des espaces publics et restent donc et qui vont être réhabilités. Donc c'est, comme je disais, une partie de notre mission. Donc ces bâtiments sont des bâtiments militaires, des casernes, qui ont la qualité, en tout cas une qualité qui facilite leur dimension réversible, d'être tramées, donc d'avoir des modules assez simples, qui vont être des grands volumes aussi, et qui ont une qualité de construction, en pierre, en briques, qui fait que cette réversibilité va être facilitée. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail des plans et des élévations de ces bâtiments, on va pouvoir détailler. Ce sont des bâtiments simples avec des circulations verticales, horizontales très simples aussi, qui, on va le voir, vont quand même être très facilitants par rapport à leur reconversion. Ce sont, pour une grande partie d'entre eux, des bâtiments qui ont une réelle valeur patrimoniale,
On est dans le périmètre du SPR pour une très grande partie de la caserne. On a un environnement de qualité qui va être encore amélioré avec les reconversions, la requalification des espaces publics qui est en cours. Mais on est autour de 2 grandes cours d'armes de part et d'autre de la rivière. Donc un environnement de qualité par rapport à tout l'environnement d'arbres, de bord de rivière, les espaces très ouverts que ça représente. Puis on a une localisation stratégique puisqu'on est en pied de ville haute, à l'interface entre ville haute et ville nouvelle, on va dire. Et puis il y a cette qualité du droit à construire en zone inondable qui est aussi un facteur important pour éviter d'être dans un processus de démolition-reconstruction. Ce qui sera vraiment un prérequis absolument indispensable à cette réversibilité, ça va être de comprendre et de bien comprendre le site, mais aussi la manière dont ont été conçus ces bâtiments. Nous, Julien Tajar, architecte du patrimoine, qui travaille avec nous sur ce dossier, a fait tout un travail de reconstitution de la manière dont ils avaient été construits pour que vraiment, dans les projets qui vont se mettre en place, on mette en avant toutes les qualités de ces bâtiments et qu'on ne vienne pas, par une méconnaissance, déconstruire, démolir ou faire du façadisme en venant réinvestir ces bâtiments-là. Ce qui a été très important aussi dans cette démarche, c'est de pouvoir travailler sur l'adaptation de toutes les règles applicables, que ce soit dans la prise en compte du PPRI, puisque pour une partie des bâtiments, on a des codes de plus haute eau qui sont à 1,20 m, 1,50 m au-dessus des planchers. Donc, toute l'adaptation qu'il va y avoir par rapport aux règles de ces codes de plus haute eau sur les niveaux de rez-de-chaussée. Sur aussi la mise en place de la sécurité incendie, puisque c'est un site sur lequel on ne va pas avoir de voitures sur les 2 grandes cours d'armes et on va maximiser tous les accès secours par l'extérieur pour éviter de mettre en place des infrastructures trop lourdes pour l'accès incendie, notamment dans les bâtiments. On verra, on a des choses assez simples sur l'accessibilité PMR. Et après, je ne rentrerai pas dans le détail de tout ce qui est règles thermiques, notamment pour les bâtiments, puisque moi, je ne suis pas maître d'œuvre sur les bâtiments. On accompagne uniquement la transition, en fait, vers les maîtres d'œuvre de ces bâtiments. Donc voilà ce que sont les bâtiments de la caserne Espagne. Là, on est rive gauche. On est là sur la façade sur rue, une façade très très fermée, plutôt austère. Et là, on est sur la façade principale sur cour, avec ce très beau pavillon central. Donc, vous voyez qu'on a des rez-de-chaussée qui donc à l'origine étaient des écuries, donc avec qui sont des grandes voûtes en briques, qui sont surmontées par des logements à l'étage qui sont distribués derrière ces coursives ouvertes. Et ensuite, une autre série de logements au second étage, juste sur ce cours principal de bâtiment. Donc, qui donne sur la cour d'armes, qui est occupée par tout un double maille périphérique de platanes. Donc voilà, vous voyez ici les grandes voûtes du rez-de-chaussée, donc grandes voûtes en briques. On voit ici ce qu'ont pu être la crue de 1977, donc avec le pont entre les 2 rives qui est complètement inondé. Donc, comme je vous le disais, dans ces bâtiments-là, on est environ sur 1,20 m pour la côte des plus hautes eaux. Donc, si on n'avait pas eu un travail un peu de dialogue avec la DDT, ne pouvait plus du tout être exploité. On voit aussi ici une photo à l'intérieur des coursives. Hein. On voit la qualité, non seulement pas mais la qualité d'ambiance qui est, excusez-moi, je suis un peu perturbée par les messages comme quoi on ne m'entend pas, mais c'est pas parce que je parle pas assez fort. Hein. Non. D'accord. Donc la qualité d'ambiance qu'on trouve sur ces lieux et qui fait effectivement l'attractivité pour tous les porteurs de projets qui ont pu être intéressés, attractivité malgré tous les freins qu'il peut y avoir par rapport à ces projets de reconversion. On n'arrive plus à faire défiler les images. Non? Ah, c'est quand elles ont... Okay. Non, là, je ne fais pas défiler l'image. Et puis j'ai.
Un problème de connexion. Ouais. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Hop, on revient du coup à celle-ci. Non, on peut rester là. On peut rester là, mais ça va marcher. J'ai l'impression que ça mouline un peu. Ouais, ça mouline. Mhm. Bon, je continue, ça me permet de voir que je suis un peu en retard sur le timing. Bon, Il reste 3-4 minutes. bon, donc je vais faire un peu plus vite. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est ce que je décrivais à l'instant, hein, les circulations horizontales très simples sur les corps de bâtiments par ces coursives extérieures que bien évidemment on va imposer de maintenir. Les circulations, pardon, je voulais dire, oui, les circulations verticales sur les angles et en partie centrale. Et là, voilà, cet extrait de façade, la simplicité du principe, hein, sa modularité, qu'on va retrouver aussi sur les bâtiments de la rive gauche, de la rive droite, pardon. Donc là, pareil. Ouais, en fait, on voit que ça mouline. Ouais. C'est étrange. Il y a un petit cercle. Oui, oui, je vois. Ouais. Je vous laisse agir ou... Ouais. Alors. Ah, une autre question, là, elle va pas reprendre. C'est moi qui l'avais dit. Ouais. Tu peux vas-y, reprends-le si tu veux. Sinon, j'arrête le partage et je le remets. Hein. Ah, Ah, ça y est, ça remarche. Voilà. C'est ça. C'est bon, ça marche. Donc ça remarche. Donc là, ici, on est sur les bâtiments de la rive droite. On voit comment, en fait, on avait au départ des écuries rive droite qui étaient des constructions uniquement en rez-de-chaussée avec les petites demi-lunes d'ouverture là, qui étaient suffisants au moment où on accueillait des chevaux. Ces bâtiments, on le voit, qui ont été surélevés dans un second temps en reconduisant le principe de coursive comme distribution horizontale sur les étages. Et en fait, dans la proposition qui a été faite aux porteurs de projet, c'est effectivement de trouver un état un peu hybride, en fait, pour les ouvertures à venir, où on retrouve ces principes de demi-lune qui sont toujours présents dans la construction, mais qui ont été occultés, pour retrouver, en fait, un état hybride, où on ne cherche pas un état initial, puisque c'est des bâtiments qui ont évolué, un état hybride, mais qui permettent de mettre en avant encore une fois, la qualité patrimoniale de ces bâtiments. On voit ici, entre les deux, le manège à chevaux que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on se retrouve encore à avoir du mal à faire défiler. Ouais. Tu dois avoir un problème Internet. Voilà. Donc là, vous pouvez, donc voilà, un des bâtiments, des 4 bâtiments identiques de la rive droite, avec l'image du projet qui va être développé donc, pour le bâtiment de la CCI, donc avec l'application de toutes les préconisations qui ont été faites au niveau des fiches de l'eau, et qui vont être aussi, des fiches de l'eau, qui vont être aussi un moyen de préserver la possibilité que dans un troisième temps, ces bâtiments puissent encore retrouver une troisième destination, une quatrième destination après celles qui ont déjà, voilà, après les écuries, après les logements, après les bureaux, tout en conservant les qualités de la construction d'origine du 19e siècle. Donc, on voit ici le bâtiment des années 70, donc une architecture beaucoup plus banale, on va dire, avec des qualités architecturales faibles, mais qui conservent ces qualités de circulation horizontale extrêmement simple, de modularité un peu de principe de bâtiment tramé, donc qui va quand même être réhabilité, qui va être maintenu, bien qu'il soit un petit peu hétérogène sur le site. Et là, on voit le bâtiment de la CCI, donc, pardon,
de l'IFMS qui était à l'origine le manège à chevaux. Alors là, effectivement, je pense que c'est intéressant aussi d'évoquer le fait qu'on est sur un bâtiment qui a peut-être pas trouvé la meilleure affectation qu'il pouvait trouver au regard des qualités qu'il avait, puisque c'était un bâtiment qui était un volume simple, entièrement vide, avec notamment une très belle charpente métallique que vous voyez ici en photo, assez rare dans sa conception, et qui en même temps, pour recevoir les cours, on a un volume à l'intérieur qui, bien qu'il laisse quelques angles de vision sur cette charpente, va être recoupé. On va avoir un étage intermédiaire en mezzanine qui va être trouvé. Et donc, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré trouver une affectation où on garde la qualité de tout ce grand volume. Néanmoins, c'est une réhabilitation réussie et un équipement qui fonctionne depuis le mois de janvier. Donc voilà pour parler un petit peu du contexte, enfin, pour revenir un peu à l'échelle urbaine. Donc, nous avons procédé sur le site à de nombreuses démolitions qui bloquaient complètement la liaison avec les quartiers adjacents, puisque ouvrir cette caserne sur la ville est vraiment l'élément important le prérequis en fait, au fait que ce morceau de ville puisse vraiment s'intégrer à son environnement. Donc des démolitions de bâtiments qui étaient venus s'ajouter au fil des années. Bien sûr, ça n'est plus une caserne, on n'est plus fermé, donc on a des petites démolitions partout en périphérie qui peuvent créer tous ces espaces de relations. Je l'ai dit en introduction, c'est un site sur lequel les voitures ne rentrent pas, donc tout le réglage de toutes les questions de stationnement sont trouvées soit en mutualisant de grands parkings comme le parking de Circa au nord, ou en travaillant sur effectivement les altermodalités, mise en place de transports en commun dédiés, ou bien développement bien sûr du vélo sur la ville basse. Et on a aussi une gestion des eaux pluviales qui a été demandée à l'échelle de l'ensemble du site. Donc, on gère les eaux pluviales de tous les bâtiments sur les espaces publics dans des principes de grands bassins, notamment sur la rive droite, qui sont aussi des espaces publics. C'est un site sur lequel, donc, bien sûr, on a préservé tout le patrimoine arboré, les 160 platanes et quelques autres essences qui existaient, sur lesquelles on vient renforcer, en fait, bien évidemment, ces plantations d'arbres. Donc, un site qui a 60% perméable sur l'ensemble des 5 hectares, et avec un ensemble de jardins thématiques associés aux différents équipements, jardin nourricier ici, jardin médicinal au niveau de l'école d'infirmières, et le marché qui va venir aussi s'installer sur le site, les espaces publics qui ont été travaillés en lien avec bien sûr le fonctionnement des différentes occupations, les terrasses pour les restaurants, les événements qui sont organisés par Ciné 32, etc. Et enfin, une dernière image, voilà, pour avoir une autre vision que celle en plan du site à venir, un site qui, d'ici 4 ans, devrait être complètement réhabilité et reconverti. Merci beaucoup, Laurence. Ce projet, voilà, démontre que ça fait très longtemps qu'en fait que les bâtiments, les villes, les quartiers se transforment. L'enjeu aujourd'hui est de mettre en place une méthodologie pour continuer à préserver la capacité future du coup de reconversion des bâtiments et à valoriser du coup leur qualité intrinsèque. Maintenant, en place au projet de la résidence Armand du Portal. Charlotte, je te laisse prendre le contrôle. Bonjour tout le monde, c'est donc Joseph Almudevert pour l'agence Almudevert Fabrique d'architecture et l'agence Arter, avec Charlotte qui est à côté de moi. Donc je vais essayer de vous présenter cette opération. Pour aller rapidement, c'est donc le CROUS qui en 2018 lance une consultation à conception-réalisation. Donc ils sont assez pressés. Le CROUS a un besoin urgent de chambres pour les étudiants. Il se trouve que ce bâtiment est à une position stratégique dans la ville et à proximité de la faculté qui est vraiment remarquable. Donc, il est aussi à la disposition du CROUS. Le CROUS lance donc ce concours. Nous y répondons avec l'entreprise Bourdarios-Vinci, Jérémy Arter, Charlotte Calabuy, Math Engineering et DBR sur cette opération en conception-réalisation. On va procéder d'abord à une petite analyse à une analyse du site, parce que je dois le rappeler, le diagnostic
qu'il soit technique, qu'il n'est pas que technique dans une opération de réversibilité. Il faut vraiment connaître la conception, comme on vient de le voir précédemment sur la caserne. On doit connaître la conception technique, l'histoire, comment il a été construit, pourquoi il a été construit. Donc ça nous a paru assez essentiel d'essayer de le comprendre, d'autant plus que sa position est particulière. Et effectivement, il se trouve que ce bâtiment est construit en soit 1960. Il y a 4 architectes, Viager, Castin, Descos, Labatte et Debeau, que tout le monde connaît Debeau et au moins Castin. Nous, on l'appelle le bâtiment Castin. Et je citerai aussi Jean Tellière, qui est un céramiste, mais j'y reviendrai plus tard. Il se trouve que c'est le premier bâtiment qui se construit là. La cité administrative va venir que quelques années après. Donc, il a une position historique et une position urbaine très particulière. Donc, et la cité administrative, c'est Louis de Marien et Paul Denoyer qui vont la construire, donc 2-3 ans après. Il a la particularité de longer, même d'être à cheval, sur ce qu'on appelle la muraille, la clôture, le mur, peu importe comme on veut. Et donc, ce travail de Castin, quand on le regarde, excusez-moi, je vais dire que Castin, pour la simplification de l'énoncé, le travail de Castin, on est vraiment dans la continuité du plan libre, des pilotis, qui vont être fortement exprimés par l'équipe d'architectes, et on va le voir sur quelques photos. Les pilotis sont des pilotis d'une plasticité remarquable. On est dans un bâtiment qui est très rationnel, tramé. C'est aussi une des raisons qui vont être intéressantes et positives pour nous permettre de le transformer, d'appliquer cette histoire de réversibilité. Il est occupé pendant très longtemps par, je suis en train de le lire, laissez-moi deux petites secondes, il y a je cherche. Alors, voilà, ça y est, j'y suis. L'inspection de l'académie, l'inspection de la santé, l'inspection de la population, des services vétérinaires. Donc, c'est un bâtiment de bureau. C'est-à-dire, c'est le schéma classique. Il y a des cages d'escalier, il y a un couloir central, c'est très tramé, un bandeau horizontal pour toutes les fenêtres. Et la particularité, c'est qu'il a un attique aussi. Donc, on est à R+6, avec un attique là-haut. Il y a un logement de fonction et des salles de réunion. Et il est sur un sous-sol. Et le rez-de-chaussée, c'est les parties d'accueil du public, etc., etc. En faisant cette recherche historique, je m'appesantis un petit peu là-dessus parce que c'est important. Ce bâtiment, on y accédait par la muraille. Il y a un grand trou aujourd'hui, une grande porte. D'ailleurs, les services techniques, les pompiers peuvent y passer. Et on y rentrait, on longeait le bâtiment en longeant la muraille. Ça nous a surpris parce que quand on a étudié, quand on y est allé nombreuses fois, on avait dans une sorte d'arrondi qui est une tour, on avait le logement du concierge. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le logement du concierge? Alors qu'on rentre dans ce bâtiment, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a jusqu'à 2-3 ans, plutôt du côté nord. Et en fait, c'était l'entrée de ce bâtiment, et ça est confirmé parce qu'il y a un escalier, un très bel escalier en bois, en marbre, vraiment très beau. En même temps, Castin, c'était un petit peu son dada. Il va faire tout un parcours scénographié avec des éléments qu'ils vont trouver dans les fondations. Donc, il y a une sorte de sarcophage en pierre. Il y a tout un travail qui est vraiment intéressant. Et il y a un véritable parcours. Et je terminerai là sur les qualités architecturales du bâtiment. C'est vraiment, vraiment plastiquement et quelque chose de vraiment remarquable. D'autant plus que les entreprises ont fait un travail de première importance, au point que, et on le trouvera sur une des images, on le verra tout à l'heure, il y a une image sur un mur où il y a le fameux Jean Tellière, céramiste, va faire des petites briques en forme de nœud papillon, on va dire ça comme ça, et il y a le nom des architectes et le nom des entreprises qui ont participé à la construction, au même niveau, vous l'avez sur une des images, au même niveau que le nom des architectes et des maîtres d'ouvrage. Donc là, ça nous a paru aussi important de le souligner, c'est la qualité de tous les intervenants sur cette opération. Vraiment. Et je mets sur le même niveau et le maître d'ouvrage qui va accompagner ça, bien sûr, qui va le porter, qui va le financer, mais la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Donc c'est avec un certain respect qu'on a abordé cette opération. Vous avez quelques images. Sur la façade sud, il y a des grands brises-soleil qui étaient à l'époque en béton, qui ont été démolis dans les années 70, je pense. Et on se retrouvait avec l'image que vous avez à côté, une façade presque
verticale et nue, avec uniquement les fenêtres. Et vous voyez bien une façade dessus tous les problèmes d'ensoleillement et de surchauffe qu'on pouvait avoir dans ces bureaux. Ceci étant dit, la qualité constructive du bâtiment, elle est toujours présente, c'est-à-dire que les bétons sont de très très bonne qualité, les poteaux sont coffrés à la planche. Voilà, on était admiratif de ça et c'est vraiment dans une situation de respect de l'œuvre construite. L'autre élément aussi essentiel, et vous avez une petite image de la maison Domino du Corbu, on pense que ça peut être quelque chose qui illustre parfaitement comment on a pris la réversibilité. Le Corbu, en 1914, c'est l'image de son dessin, bien connu d'ailleurs. J'ai eu la chance de visiter une maquette grandeur nature. En 1914, il fait ce dessin et il dit les bâtiments, ça sera parce qu'il y aura l'industrialisation, c'est des planchers avec des poteaux pour les soutenir et dedans, ce sera le plan libre et les façades, on fera ce qu'on voudra. Et je pense qu'il pose là, avec presque un siècle d'avance, oui, plus d'un siècle d'avance, il pose là des conditions peut-être de ce que pourrait être aujourd'hui la notion de réversibilité sur les futurs bâtiments. Là, je pense que c'est vraiment important ce qu'il dit, ce qu'il dessine, ce qu'il propose. Donc, Castin, tout à la bande, vont reprendre l'idée des pilotis, des planchers, et les façades vont être des façades relativement légères. Donc, ces pilotis vont faire l'ossature porteuse de l'ensemble du bâtiment. À partir de là, le programme qui nous était confié par le maître d'ouvrage, c'est de faire 161 chambres. C'est le chiffre à peu près, en tout cas, c'est aux alentours de 160 chambres, sachant que l'étage, en attique, on avait laissé l'appartement de fonction. Petite anecdote, il y a une vue depuis cet appartement de fonction qui a les 3 façades exposées, à l'ouest, au nord, au sud, et qui a une vue sur Toulouse magnifique et sur les Pyrénées. Bon, voilà, ceci étant dit. Et ensuite, au même niveau, il y a les salles de réunion, j'en ai déjà parlé. Le rez-de-chaussée, le programme aussi du coup, c'était de dire on veut des salles de coworking. Il faut savoir que ce bâtiment, ils l'ont appelé la résidence de la première chance, c'est-à-dire que les étudiants viennent souvent de situations pas très privilégiées, donc ils sont accompagnés par des tuteurs et ils ont donc la possibilité aussi de travailler sur le site, d'être vraiment à quelques mètres de l'université, au centre de la ville, et donc c'est une position vraiment intéressante. Donc au rez-de-chaussée, on va retrouver une salle de coworking. Je vais vous raconter rapidement où elle est prévue. Elle est sur la gauche. C'est là où vous avez un arrondi. Je vous expliquerai à quoi il correspond. Et à droite, toujours au rez-de-chaussée, il y a les bureaux d'accueil du fonctionnement de la résidence. Donc, nous, on s'est posé le problème où on fait l'entrée, la nouvelle entrée, puisque la petite entrée, vous voyez l'arrondi sur la gauche en haut, c'est la loge du concierge. Et on passait devant la loge du concierge pour entrer dans ce bâtiment administratif. Dans les années 70-80, on est rentré pratiquement sur le pignon ou sur la façade nord. En passant depuis, puisque l'entrée était du côté des boulevards, on rentrait dans le grand parc et on y accédait par là. On a décidé d'inverser complètement l'entrée et de la faire sur la petite rue qui est perpendiculaire au boulevard Armand du Portal et devant laquelle il y a le grand parking sur lequel il va y avoir un gymnase et de laquelle on voit d'ailleurs l'université toute proche. Donc on va inverser l'entrée, on va la faire sur cette façade-là en faisant un grand parvis d'accueil, en faisant aussi sur la droite, on va laisser les bureaux, et sur la gauche, tous les espaces communs, le coworking, les salles de travail, etc. etc. Vous avez, je reviens 2 petites secondes, vous avez sur la gauche la muraille avec l'arrondi de la tour, vous avez un arrondi qui est existant, qui donne sur le parc, où on rentrait par là aussi, on est rentré par là aussi, où il y a d'ailleurs les petites faïences et la céramique de Gentelière. Et donc cet arrondi-là, on l'a retrouvé, on en a fait l'écho, on l'a fait sur la façade sud, légèrement en retrait pour se protéger du soleil, puisqu'on est façade sud, avec l'ombre portée du bris-soleil et l'avancée du plancher, on protégeait cette partie vitrée. Et là, on va y trouver, bien sûr, toute la convivialité de ce type d'équipement, c'est-à-dire un coin pour boire un coup, le café, discuter, etc., etc. Et l'entrée va se faire de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, en même temps, ça va nous donner une visibilité, on rendre plus public ce bâtiment qui tournait le dos, en quelque sorte, à la rue,
il va devenir plus public, il va se tourner vers l'université, vers sa fonction première, et il va se séparer des fonctions, de nouvelles fonctions qu'il va y avoir dans la cité administrative. Les tâches, et donc vous voyez, 2 secondes, vous voyez la trame de poteau, c'est une trame de poteau qui permet aussi de bien marquer l'escalier central, voilà. C'est une trame relativement classique, je n'ai plus les chiffres, enfin les dimensions en tête, mais elle va nous permettre aussi de construire nos chambres. Le programme du CROUS, c'est 61 chambres. Elles sont dans le tour entre 15 et 16 mètres carrés. Vous avez ici à peu près la répartition. On est sur un couloir central. On a de part et d'autre les chambres. On a refait les menuiseries. On a refait un calepinage, mais en restant toujours dans la grande trame constructive, bien évidemment. On a gardé l'horizontalité, ça nous convenait très bien. Et une chambre étudiante, elle est partagée, disons, en 3, pour ceux qui voient. On a la partie verte du côté du couloir, c'est la trame humide, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a les gaines qui vont monter, puisqu'il faut approvisionner et desservir et évacuer toutes les chambres qui se trouvent les unes au-dessus des autres. Les gaines humides, il y a les gaines aussi qui montent d'alimentation. En partie bleue, c'est la partie du coin de lit, on va dire ça comme ça, et la partie jaune, c'est du côté de la fenêtre, c'est-à-dire c'est le coin de travail. Voilà. Donc ça fait 16 mètres carrés. Ça fait l'objet d'un travail ergonomique très important, puisqu'on ne peut pas se tromper. Si on se trompe sur une, on se trompe sur 160 chambres. Donc ça fait l'objet de maquettes, d'un travail de recherche avec toute l'équipe et avec aussi l'entreprise pour trouver les bons compromis techniques et économiques, bien évidemment. Le couloir était vraiment très, très bien placé. Alors là, je vais ouvrir peut-être ce qui nous différencie entre le programme qu'il y avait avant, c'est-à-dire un programme de bureau, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est une activité diurne. C'est-à-dire que les gens arrivent à 8 heures du matin, ils partaient, allez, on va dire à 19 heures le soir, et la nuit, il n'y avait personne. Là, on fait un équipement où les gens vont dormir la nuit. C'est-à-dire que la notion d'acoustique va être quelque chose de très important, mais vraiment très important. C'est-à-dire que vous tombez n'importe quoi dans la journée, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, la nuit, vous faites tomber quelque chose, soit en bas, soit à côté. Il y a vraiment des nuisances qui peuvent apparaître de façon très, très forte et très importante. Donc voilà, on a fait tout un travail là-dessus sur l'isolation des sols. On a des sols souples, on y a mis des isolants, etc. Là, structurellement, le bâtiment, il était impeccable. On a travaillé sur les façades qu'on a déposées complètement. On a mis un mur en ossature bois avec un remplissage en laine de roche. On a mis de l'éternite avec teinté dans la masse pour la durabilité, en façade, en protection. Intérieurement, c'est un placo. Il y a une paroi, c'était BX, je crois, je dis ça de mémoire, de 10-12 mm pour les problèmes de feu. Et ensuite, on a rajouté les brise-soleil qui reprennent de façon beaucoup plus légère les brise-soleil horizontaux pour apporter le confort thermique d'été. Voilà. Donc, c'est les grandes lignes de cette opération. C'est un fonctionnement déjà depuis une paire d'années. Je pense qu'on a de très bons retours de la part de tout le monde. Et c'est un bâtiment qui vit très bien. Je tiens à souligner, par exemple, qu'au rez-de-chaussée, on s'est rendu compte, on dirait un bâtiment brutaliste. Brutaliste, ça recouvre souvent comment ça s'appelle, des notions qui sont trop caricaturales, mais c'est d'une finesse d'exécution, franchement, vraiment, vraiment exemplaire. Et je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait arriver à ce point de qualité. Voilà. Nous avons été vraiment très, très contents de travailler là-dessus. Et pour revenir à la question de la réversibilité, je pense que c'est un exemple vraiment qui pour nous paraît vraiment important, intéressant et sur lequel on a appris pas mal de choses. Et encore une fois, c'est la qualité du bâtiment existant, c'est-à-dire la qualité de sa construction d'origine qui permettent cette réversibilité. Merci. Merci beaucoup, Joseph, pour cette présentation. C'est vrai que les architectes du début du XXe, ils avaient déjà pensé à la réversibilité, notamment dans le cadre de l'industrialisation, de la construction après-guerre. Et le choix des matériaux de qualité joue un rôle crucial dans la détermination de la durabilité et de la réversibilité. Et ça contribue du coup évidemment à la réduction de l'empreinte carbone. Charlotte, je te passe la main du coup pour présenter donc, le village Saint-Aubin. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Charlotte Caladuic, je suis architecte associée à Agence Arter.
et j'ai eu le grand privilège de travailler sur ce très beau bâtiment de la Poste Saint-Aubin que je vais vous présenter. Je voulais juste revenir sur les 4 objectifs de la réhabilitation donc de la Poste. C'était avant tout de mettre en valeur un lieu emblématique de Toulouse. Vous allez voir label patrimoine XXe siècle, réalisé par Léon Jossely. Ensuite, c'était valoriser un bien immobilier idéalement placé. La Poste voulait créer un village La Poste très identifiable. Il faut savoir que c'est le 7e fait en France, dans les grandes métropoles. Vous avez Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon. Donc, c'était le 7e village La Poste implanté en France. Ensuite, c'était une réelle ambition environnementale intégrant des labels de qualité, valorisation des déchets et des marges de réemploi. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas rénover un bâtiment sans se poser ces grands enjeux-là. Et donc, créer un lieu de travail appropriable par tous, permettant une grande évolution dans le temps. Et c'est sur cet enjeu qu'on va un peu plus parler aujourd'hui. En termes de montage, le maître d'ouvrage, donc c'est la Poste Immobilier, un groupement de maîtrise d'œuvre. On a travaillé notamment avec l'architecte patrimoine Virginie Lugol et un ensemble de bureaux d'études. Et ensuite, le chantier s'est fait en macro-lot avec notamment GBMP, RBMH, Carré, Fauché et SPI. Sur la situation et le programme, donc la Poste souhaite rénover le bâtiment donc à Toulouse, idéalement placé en plein centre-ville, proche des commerces. Vous avez l'accès métro ligne A, ligne B à moins de 500 mètres, la proximité immédiate de la gare. Donc la stratégie de la Poste, c'est vraiment valoriser le déjà là et permettre du coup de prendre soin du patrimoine immobilier, de revaloriser les bâtiments déjà construits. C'est quelque chose de très important pour eux. Donc pour ça, ils vont racheter une partie du bâtiment de Orange qui était vraiment à proximité pour développer, pour récupérer des surfaces de plancher et du coup pour étendre leurs bureaux et créer le vrai village La Poste. C'est environ 13-14 millions d'euros d'investissement. On a eu notre candidature appel d'offres courant printemps 2019. On a eu des études jusqu'en fin 2021 pour un peu moins de 2 ans de chantier. Donc Léon Jossely, c'est donc un architecte Grand Prix des Beaux-Arts, Grand Prix de Rome. Il a été l'architecte aussi des PTT de 1908 à 1930. Il a pu construire de nombreux bâtiments, dont 2 à Toulouse avec le monument aux morts aussi et l'ancien bâtiment de la Dépêche rue Alsace-Lorraine qui est un très très beau bâtiment avec de la mosaïque vraiment superbe. Il a fait aussi le bureau de poste par exemple rue des Coulezais à Paris. Donc, ce sont des bâtiments avec un grand savoir-faire, avec une extrême rigueur dans la façade notamment. On le voit avec tout le travail de tramage qu'il y a avec le nombre d'or. Et donc, ces constructions sont souvent très bien conservées, robustes. On parlait notamment avec la caserne de matériaux un peu nobles comme de la brique. Là, c'est vrai que c'est un très, très beau bâtiment. Il y a eu une analyse patrimoniale remarquable, assez fine, avec Virginie Lugol, donc un diagnostic architectural, critique d'authenticité, des recherches documentaires assez poussées, dans le but du coup de respecter l'architecture de Léon Jossely à travers un nouveau programme. On arrive à la phase diagnostique. La réversibilité constructive, c'est quand même la capacité d'un bâtiment donc, à être facilement déconstruit, laissant le bâti proche de son état initial. Ici, il y a eu vraiment des rénovations successives. On a vu, quand on est arrivé dans le bâtiment, une hétérogénéité des menuiseries. Il y avait un véritable showroom. On avait des menuiseries en PVC, en alu, en acier, en bois. Donc, il fallait vraiment revenir à l'état initial. Pareil, au niveau de la structure en toiture, on avait des couches successives de rénovation, de sable, d'isolant, d'étanchéité. On avait presque 80 cm, donc on a pu alléger vraiment ce bâtiment. L'essentiel, c'était de revenir à la qualité initiale de ce bâtiment années 30. L'importance des diagnostics, il faut vraiment le prendre en compte dès le départ. Donc, il y a le diagnostic patrimonial, on a vu par rapport à la déconstruction, prendre soin du déjà là, de l'histoire du lieu. Amener de la lumière dans les couloirs, par exemple, nous a permis de garder les cloisons entre les bureaux et les circulations. C'était quelque chose de très important pour nous. On le voit sur les images en bas. Il y a eu un diagnostic amiante aussi qui était malheureusement incomplet quand on arrive dans un bâtiment déjà rénové et en activité, puisque ce bâtiment de bureau était vraiment en activité quand on est arrivé. Donc, c'était difficile. Donc, vraiment, l'importance d'essayer de voir ce diagnostic le plus tôt possible. Pareil, au niveau diagnostic structurel,
Le travail avec le bureau de contrôle a été très important parce qu'on construit dans les années 30 forcément différemment qu'aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera encore différent. Donc, les contraintes ne sont pas les mêmes. Les charges, les calculs, les règles de sécurité, d'incendie, d'accessibilité. Donc, le bureau de contrôle a vraiment été un acteur important dans la rénovation de ce bâtiment. À partir du moment où le bâtiment est vide et déconstruit, on a essayé de construire donc une distribution simple qui n'existait pas à l'origine. Donc, c'est la colonne vertébrale que vous voyez sur le schéma en rouge. Elle dessert l'intégralité des espaces, donc sur les 5 niveaux de 6500 mètres carrés, en partant du sous-sol, en passant donc par l'accueil que vous avez à l'image en bas, jusqu'en toiture. Il faut savoir que l'ABF ne nous autorisait pas à donner des éléments de technique visibles. Donc, on a profité de cette colonne vertébrale vraiment pour mettre tous les aspects techniques et finir en même temps avec un nouvel usage en toiture, avec une terrasse qui ouvre à 360 sur la ville. Donc, cette distribution permet vraiment un usage très simple après de répartition des espaces. Les nouveaux usages qui ont été trouvés, donc l'entrée a vraiment été repensée dans son intégralité. Les bâtiments à cette époque, il y a une différence de niveau légère entre donc l'espace public et l'intérieur des bâtiments. On a voulu donc du coup réouvrir les châssis avec des démolitions des allèges, avoir un lieu visuel donc depuis la rue, une gradation dans l'espace du public vers l'intérieur du bâtiment. C'est un bâtiment donc excusez-moi, pardon. C'est un bâtiment donc avec allô? Oui, pardon. Avec les terrasses. Pardon, l'image était bloquée. Avec les terrasses aussi, les cours à l'extérieur qui n'étaient pas du tout utilisées. On avait une cour avec un véritable parking. De l'autre côté, on avait une cour avec des gravillons pas du tout utilisés. Donc, l'idée, c'était de revenir avec un usage vraiment de ces cours. On a fait une extension des terrasses. On a créé des gradins pour que les gens puissent s'asseoir. Et pareil, en toiture, on a toute une partie en pergola avec une terrasse bois, des jardinières. Et on a repensé aussi à ramener de la biodiversité, même en toiture, en mettant une toundra, donc une toiture totalement végétalisée, qui n'était pas comme ça à l'origine. La partie la plus importante sur l'évolution, donc c'est cette partie-là. Il faut savoir que quand on est arrivé, ça a été pendant le Covid malheureusement, donc on a fait plusieurs APS, plusieurs aménagements possibles. La Poste a travaillé dès le programme avec Génie des lieux qui a rencontré l'ensemble des services pour pouvoir fournir un cahier des charges complet. Mais bon, malheureusement, avec les manières de travailler qui évoluent, le déploiement du flex office, par exemple, on a dû modifier donc les cloisons pendant les études, pendant le chantier et après. C'est vraiment une perpétuelle mutation par rapport à ces bureaux-là. Donc, on a pris le parti de mettre en rez-de-chaussée l'ensemble des salles de réunion qui permet en même temps à la Poste de s'ouvrir vers la ville, ces salles de réunion pouvant être utilisées par des personnes extérieures. Et ensuite, par rapport à la flexibilité, ce qui est très important, c'est l'élasticité que peut avoir le bâtiment, donc par addition ou soustraction de surface. Il faut savoir que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à ces cloisons qu'on a voulu garder vitrées en partie haute, le coupe-feu n'était pas réglementaire du coup entre le bureau et le couloir. On devait avoir normalement des cloisons coupe-feu 1 heure. En conservant ces cloisons-là, on a dû réfléchir différemment et on a travaillé avec le bureau de contrôle pour travailler en compartimentage. Il faut savoir, c'est ce que vous avez en bas, le plan coloré. Chaque compartiment, du coup, bénéficie d'un escalier, bénéficie des sanitaires et chaque secteur peut être totalement indépendant. Aujourd'hui, la Poste utilise l'ensemble des secteurs sur son usage. Mais demain, par exemple, on peut très bien dire le secteur 5-6, il est en location à tiers, on n'a pas besoin de ces surfaces et on les rend du coup totalement autonomes. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait avec le bureau de contrôle pour trouver justement un usage un petit peu adapté et rendre une réversibilité vraiment très importante. Et je pense que la maîtrise d'ouvrage devrait penser leur programme à l'origine, parce que c'est vrai qu'on en a fait une force dans le projet. Et aujourd'hui, voilà, la Poste nous dit, c'est vrai que c'est vraiment bénéfique pour nous de dire on peut supprimer les surfaces ou justement les mettre en valeur différemment. Et pour terminer, voilà, redonner vie à un bâtiment centenaire,
C'est vraiment très agréable d'avoir travaillé sur ce projet-là. Le fait, je pense, de l'avoir dans son intégralité des 6500 mètres carrés, on a pu aussi revenir à l'origine, Joseph le disait tout à l'heure, comprendre un bâtiment, c'est aussi vraiment le connaître sur le bout des doigts, et le fait de l'avoir curé en totalité pour pouvoir justement regagner des nouveaux usages pour l'avenir, c'est très important. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charlotte. Donc la réversibilité, c'est la capacité d'un bâtiment à se transformer, mais aussi à anticiper les évolutions futures. Et voilà, c'est quand même très important aussi de réaliser un diagnostic complet. C'est vraiment une étape primordiale, hein, pour bien comprendre le bâti. Et puis pour terminer, je passe la parole à Sylvain et Marc qui vont présenter le collège Port-Marianne. Sylvain, je te laisse prendre le contrôle. Et tu as ton micro coupé. Tout à fait. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais laisser la parole à Marc Galigani, qui est l'architecte, un des deux architectes du projet, même plus précisément, du collège Port-Marianne, donc à Montpellier, et donc un bâtiment qui a été construit en neuf il y a 2 ans. Tout à fait. Oui, bonjour à tous. Donc, on va vous parler du collège Port-Marianne, donc collège réalisé à Montpellier pour le compte du conseil départemental de l'Hérault. La particularité de ce bâtiment, c'est que dès le départ, dans l'avis de consultation pour le concours, il était clairement indiqué que le maître d'ouvrage attendait des réponses de construction modulaire pour une partie du collège, à savoir les salles de classe. Et donc, ça faisait partie intégralement du programme, mais limité aux salles de classe. Donc, ce projet c'est un projet de collège classique, hein, et en fait, qui au départ était affiché pour un effectif de 750 avec une évolution possible de 900 élèves. Et dans l'idée du conseil départemental, le fait de lancer ce projet en modulaire, c'était justement de pouvoir anticiper les besoins d'évolution d'effectifs et de pouvoir avoir une évolution dans le temps en rajoutant ou en enlevant des salles de classe. Alors, dit comme ça a l'air facile, mais après, on va voir dans le détail comment on a pu faire. Donc, je ne sais pas sur quel slide tu es, Sylvain. Contexte programme, là. D'accord, ok. Donc voilà, il y avait 2 à 4 salles de classe en option, et l'idée, c'était donc d'opérer une interopérabilité entre les collèges avec ce côté modulaire, un peu comme des Lego. Bon, ça, c'est sur le principe, on va voir après plus concrètement. Tu peux passer aux salles suivantes, s'il te plaît? Ouais, voilà. Donc, l'idée, c'était effectivement de passer en marché global de performance. Donc, c'est une conception-réalisation avec des tranches optionnelles. Et l'idée, donc, c'était de pouvoir, pendant les périodes estivales, de pouvoir rajouter, au gré des besoins, une salle de classe ou en enlever une. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, la composition de l'équipe, hein, le mandataire était Bouygues, avec associé à CLVA, donc Sylvain Fourel, qui présente avec moi ce projet est le patron de CLVA. Et c'est une société, il se présentera mieux évidemment, une société de construction ossature bois. Et il faut savoir que dans la demande du maître d'ouvrage au départ, il n'était pas forcément demandé du bois. Ce qui était demandé, c'était du modulaire. Et nous, on a, avec Bouygues, avec CLVA et les archis, on a proposé donc de traiter ce bâtiment en bois. On a eu contre nous, par exemple, des gens qui proposaient, eux, des solutions modulaires métalliques. On était bien évidemment accompagné de bureaux d'études et les archis, donc c'est A+ Architecture à Montpellier et AMG Architecte à Montpellier aussi que je représente. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc on voit ici globalement sur cette axonométrie le principe de répartition du collège. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le collège, dont la plupart des bâtiments étaient construits de manière traditionnelle, sauf les logements de fonction qui sont plus anecdotiques, que l'on voit en haut à gauche, qui étaient en ossature bois mais qui n'étaient pas modulaires, et les 2 barrettes d'enseignement banalisées que l'on voit ici au centre, qui étaient construites donc sur R+2, sur des pilotis pour dégager la cour et générer des préaux de manière... de manière à ce que les préaux soient générés par l'architecture sur pilotis. Slide suivant, s'il te plaît.
Donc ici, on voit les possibilités d'extension des deux barrettes d'enseignement généralisé qui sont en haut du slide, avec la possibilité sur la barrette du haut de rajouter deux modules de salle de classe sur R+1 ou un, on le voit sur la barrette du milieu. Et à l'origine, il était même prévu au stade du concours qu'il y ait une extension de la restauration et celle-ci pouvait être rajoutée en mitoyenneté d'une construction plus traditionnelle. Mais cet aspect a été abandonné ensuite au niveau de la programmation par le maître d'ouvrage. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on voit ici le principe que l'on avait imaginé avec A+ Architecture. Donc c'était de créer donc ces pilotis qui permettaient d'avoir ce préau et en extrémité des deux barres d'enseignement généralisé, banalisé, on avait des pilotis en attente qui permettaient de venir rajouter les modules suivant les demandes. Sur le slide après, on voit donc ce principe des deux barres avec le préau qui est généré par l'archi et ça permettait aussi d'avoir un grand dégagement sur le parc qu'on devine au fond. Il y a un très beau parc et ça permettait pour les collégiens d'avoir une vue très dégagée sur ce parc parce que le collège est un peu en promontoire de ce quartier à Montpellier. Sur le slide suivant, on voit le principe qui compliquait un peu la situation dans la mesure où on avait prévu des coursives extérieures qui, elles, ne sont pas en modulaire, donc il a fallu qu'on adapte le principe que Sylvain va vous développer après de manière plus technique, ce principe de modularité mitoyen aux coursives qui desservait les salles de classe traversantes des deux côtés. On voit sur le slide suivant donc, ce principe de coursive avec à droite donc, les modules des salles de classe, à savoir qu'une salle de classe est composée de 4 modules d'assemblage de sature-bois. Sur le slide suivant, on voit ce que ça donne plus précisément sur cette possibilité de venir s'accrocher et rajouter donc un module à la demande avec ce principe. Sylvain, je te laisse développer peut-être sur le slide suivant la technicité. Ouais, donc juste aussi un point là en complément de ce que tu viens de dire là, Marc. Donc on voit en fait ici effectivement la distribution qui se fait par des coursives extérieures, donc qui sont en structure bois et en fait en platelage béton en fait. Donc ça c'est le béton qui porte le bois, ce qui est pas très courant. Et également, si je reviens sur la diapo précédente, on voit en fait donc les plafonds des coursives qui sont en panneaux bois en fait et qui cachent en fait la distribution aérolique. Donc, qui est fait en fait depuis des locaux techniques qui sont en fait un local technique par étage en fait qui est intercalé en fait entre les modules et qui a également été fait en modulaire. Et en fait, les gaines de ventilation en fait circulent sous les coursives en fin de compte pour distribuer en fait par piquage successif en fait les différentes salles de classe. Et c'est le système d'ailleurs qui permet également de prolonger en fait ces distributions aéroliques en cas donc d'extension. On voit bien en fait ici le portique en béton qui a été entre guillemets arrangé, maquillé en fait en pergola, mais qui est bien en fait l'élément structurel qui est susceptible de venir accueillir en fait le prolongement des modules. Donc, si on doit rajouter une ou deux salles de classe dans le prolongement des coursives existantes. OK ? Voilà, donc ce que ça donne en coupe, pour comprendre, hein, une trame de salle de classe. Donc, on a les portiques en partie basse, ici. On a les coursives qui distribuent, en fait, donc qui sont portées sur le portique en béton et puis avec des poteaux ici qui sont en bois qui viennent porter, en fait, les coursives en béton. Et puis, ici, donc une salle de classe au R+1, une autre salle de classe au R+2. Chaque salle de classe étant constituée en fait de modules qui sont donc longitudinaux par rapport aux coursives et qui portent en fait de portique à portique sur environ 8 mètres. Voilà, avec le système modulaire classique hein, qu'on retrouve avec un double plancher entre les étages, puisque chaque module a son propre plancher et sa propre charpente. Et donc, on a pour le module de rez-de-chaussée, en fait, un plancher qui pose sur les portiques en béton et sa propre charpente qui vient reprendre les charges de plafond. Voilà.
Donc là, on comprend mieux en fait le découpage et le tramage, hein. On revient en fait sur les questions de trame dont on parlait aussi dans les présentations précédentes. Et donc moi, je vais vous présenter un petit peu les limites parce que je pense que ce qui est intéressant en termes de retour d'expérience, c'est de préciser un petit peu les limites que l'on a vues à l'exercice et les choses qui auraient aussi pu être faites de façon plus pertinente. Donc là, on a réalisé en fait le collège sans pour l'instant réaliser les extensions, puisque dans le marché d'appel d'offres, en fait, le conseil départemental de l'Hérault s'est réservé en fait un temps pour pouvoir déclencher ou pas, en fait, dans le cadre du marché initial, les extensions. Donc pour l'instant, ça n'a pas été déclenché. Et donc, ça pourra être déclenché éventuellement plus tard aussi, mais sous la forme d'un nouvel appel d'offres cette fois. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas réalisé les études d'exécution en fait de ces extensions puisqu'elles n'ont pas été demandées. Donc on peut effectivement, on pense avoir réfléchi à peu près à tout et pouvoir le faire facilement, mais en fin de compte, on l'a pas démontré en fait, même si on aurait aimé le faire. Ce qui est compliqué aussi, c'est de répondre à un instant T à un appel d'offres, et puis en fin de compte, on ne sait pas si en faisant les choses dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on sera capable exactement de la même façon de répondre aux réglementations futures. Donc je pense qu'il y a un questionnement à avoir aussi sur quid des évolutions des réglementations par rapport à ce côté réversible, extensible, modulable de nos bâtiments, parce que ça pose énormément de contraintes. Et nous, on a des expériences également dans d'autres types de projets qui prouvent que les réglementations et l'évolution des réglementations est souvent un gros frein à la réversibilité des bâtiments. Et puis, donc, comme le disait tout à l'heure Marc Galgani, le souhait du conseil départemental de l'Hérault, qui faisait construire, au moment où on a construit ce collège, 2 autres collèges dans la foulée, c'était d'imaginer la possibilité que des salles de classe qui seraient venues ici pour augmenter la capacité de ce collège puissent un jour éventuellement être récupérées et utilisées en fait sur un autre collège. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu une réflexion qui a été avancée, mais en fin de compte, qui n'a pas du tout été poussée, puisque en fait, on n'avait pas de contraintes particulières pour permettre d'assurer cette interopérabilité en fait de collège à collège. Et puis, une des craintes que l'on avait dans l'équipe aussi, c'est que si on nous imposait des choses, eh ben, en fait, ça allait uniformiser quelque part une architecture, ce que l'on souhaitait bien évidemment pas forcément, puisque le collège a quand même été construit avec une architecture très, très marquée. Et donc voilà, on pense aussi que le côté architecture, en fait, doit être préservé par rapport à un côté interopérabilité qui aurait forcément conduit en fait à limiter les possibilités d'avoir une architecture marquée. Alors, Voilà. pour continuer ce que tu dis, Sylvain, effectivement, sur ce sujet, autant on peut imaginer que sur la modularité, pour ce collège-là, elle peut fonctionner. On a fait en sorte d'anticiper avec ces pilotis en attente, etc. Par contre, effectivement, l'interopérabilité entre collèges, enfin, si ça se fait, ça renvoie à uniformiser l'architecture des groupes scolaires, ce qui se faisait dans les années 60, et ça, c'est pas envisageable du tout. Sinon, on revient trop en arrière quoi, par rapport à ça. Donc, je crois que le conseil départemental a compris que quelle était la limite de l'exercice. Il n'en demeure pas moins que c'est intéressant de travailler de toute façon sur ce principe-là par rapport aux évolutions de la société, la mobilité, etc. Donc en conclusion, en fait, sur les aspects de modularité, pour pouvoir passer en fait très facilement de 20 classes à 24 classes par cran d'une classe, en fait, je pense que on a parfaitement répondu en fait au souhait qu'avait le conseil départemental d'envisager directement en fait cette possibilité de passer de 750 à 900 élèves sur ce collège. Donc ça fonctionne très bien. Et puis en fait, l'avantage c'est que c'est quelque chose qui a été prévu, y compris d'un point de vue du fonctionnement, de l'architecture, etc. dès le départ. Donc c'est quelque chose en plus qui ne nuirait en fait absolument pas à l'image du bâtiment. Il y a la facilité d'usage qu'on a mis, tout en respectant des contraintes de délai très réduits, puisque là, si on rajoute 1 à 4 salles de classe, il faut que ça puisse se faire pendant les vacances scolaires d'été, donc dans un délai très réduit. Et c'est pour ça, en fait,
que le mandataire Bouygues Construction, à un moment donné, a pris la décision de se dire bah, on fait les fondations et les portiques en béton pour pouvoir assurer le fait de pouvoir le réaliser d'une part dans les délais et d'autre part de pouvoir le réaliser sans avoir à refaire toute la cour et à devoir venir en fait avec des engins de chantier trop lourds. Le marché à tiroir, même s'il n'a pas été mis en œuvre, c'est-à-dire la possibilité de déclencher en fait sur un délai donné la possibilité de passer la commande pour une, deux, trois ou quatre salles de classe supplémentaires, ça fonctionne bien, même si ça n'a pas été déclenché, mais ça fonctionnait bien, c'était pertinent. Hein. Après, voilà, donc ce qu'on trouve, c'est que l'interopérabilité des salles de classe entre collèges, ben, c'est un sujet qui n'a pas été poussé et qui pose des questions d'un point de vue architectural également. Donc, c'est un sujet qui, pour moi, est un petit peu inabouti. Voilà, on a terminé. Merci beaucoup, Sylvain et Marc. Ce projet démontre aussi qu'un marché de conception-réalisation, c'est un outil au service des projets de construction réversible et garantit une bonne exécution des projets et une bonne anticipation des besoins. Il existe aussi d'autres dispositifs comme le permis d'innover qui permet la construction de bâtiments sans destination d'usage. Et le premier exemple est à Bordeaux avec la construction du bâtiment Tebio qui pourra accueillir des bureaux, des logements et toute autre activité. À notre connaissance, on n'a pas encore de projet comme ça qui s'est fait en Occitanie. Donc, pourquoi pas à réfléchir. Merci à tous du coup pour vos présentations. Maintenant, nous allons pouvoir répondre aux questions. Léa, du coup, pourrais-tu nous dire quelles sont les questions qui ont été posées dans le chat? Et si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Malheureusement, il y a eu des questions dans le chat. Une avec des précisions sur les conditions de la réversibilité par rapport au PPRI. C'était la présentation, Laurence, et après, sinon, et après, j'ai d'autres questions. Et du coup, c'est des précisions par rapport. Alors, la question exactement, c'était au niveau des conditions de la réversibilité, c'est quoi le PPRI? Y a-t-il une norme ou une réglementation? Alors, le PPRI, c'est le plan de prévention des risques inondation. C'est effectivement, ça peut être un frein à la réversibilité d'un bâtiment parce que tout simplement, ça peut complètement empêcher que ce bâtiment soit encore utilisable si la règle qui, dans le cas de la caserne Espagne, est bien sûr mise en place plusieurs dizaines d'années après la construction du bâtiment, fait que le risque est tellement important que, bien effectivement, on va dire, ben non, là, on ne peut plus rien faire dans ce bâtiment, sauf à surélever le rez-de-chaussée. Et c'était la base de la règle qui était posée pour un certain nombre de bâtiments dans la caserne. Et donc, on a pu discuter, tout le monde était suffisamment convaincu qu'il était important de donner une autre vie à ces bâtiments, y compris les services de l'État. La question de la manière dont une inondation se développe aussi compte, c'est-à-dire qu'il y a des risques d'inondation qui sont soumis à des inondations qui peuvent être très violentes et arriver en quelques dizaines de minutes, où il y a des inondations des risques d'inondation qui se développent avec des inondations qui sont plus ou moins prévisibles. Donc, dans la caserne Espagne, bien évidemment, on n'a pas installé de locaux à sommeil dans le rez-de-chaussée. Et bien évidemment, on n'a pas mis de personnes vulnérables non plus dans ces rez-de-chaussée, comme des personnes âgées, quel que soit le type de locaux. Mais par contre, on a admis que l'on pouvait avoir des bâtiments dont le rez-de-chaussée n'était pas surélevé. Et ça suppose uniquement pour les preneurs de prendre des précautions quant à la vulnérabilité du matériel qui pourrait y être installé. Et là, ça n'est plus tout à fait un problème de risque pour les personnes. C'est plutôt une difficulté pour les preneurs qui pourrait y avoir à être assurés si, par exemple, du matériel technique lourd ne pouvait pas se trouver dans un volume qui puisse être inondé. Merci. Ensuite,
Excusez-moi, je n'avais pas mon micro allumé apparemment. Euh, donc du coup, c'était... Je peux poser la question. Sinon, oui, il y a une question qui disait que pour concevoir un collège pour 900 personnes, il y aurait nécessité 750 personnes. Nécessité de prévoir certaines fonctions pour 900 personnes, sanitaire, administration, cours. Ça, c'était une remarque. Et il y avait question, est-il possible d'avoir des précisions sur la mise en œuvre de la démarche réemploi sur le projet Saint-Aubin? Oui. Alors, sur la démarche de réemploi, c'est vrai que ce n'était pas forcément le sujet, je ne me suis pas trop éternisée dessus. En fait, c'est ce qu'on a regardé, hein, c'est que tous les éléments patrimoniaux qu'on pouvait conserver et qu'on souhaitait conserver, on les a conservés en état sur site, in situ. Il y a eu, lors donc, du coup, du curage, beaucoup de matériaux qui étaient encore en bon état et qu'on a voulu remettre du coup sur d'autres sites. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle un diagnostic ressources qu'on a réalisé avec Ecovitalis sur l'opération, qui a listé l'ensemble des éléments qu'on a voulu du coup revaloriser. On a revalorisé presque 800 pièces de mobilier, donc ça allait du sanitaire au cumulus. On a enlevé aussi des planchers bois dans leur intégralité, des pièces de mobilier, voilà, des portes, des bureaux qui avaient été laissés. Donc, on les a listés. Des radiateurs aussi, je crois qu'il y a eu 400 radiateurs fonte qui ont été réutilisés. Et du coup, à déposer proprement tous ces appareils sanitaires et autres, les ont stockés soigneusement sur le chantier. Alors, en plus, on était très contraints au niveau espace, donc ça a été un peu compliqué. Et ils ont travaillé avec des associations qui sont venues les récupérer du coup en dehors du chantier. Voilà, donc c'est quelque chose qui se met en place vraiment dès la phase étude. Je ne sais pas qui a posé la question, mais si c'est un maître d'ouvrage, c'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir en amont de la déconstruction et du chantier. Voilà. Merci Charlotte. On a une question. Est-ce que des sujets à préoccupation avec des enquêtes auprès des occupants ont été envisagés ou en cours pour les projets livrés? Sylvain, Marc, peut-être sur le projet de collège Port-Marianne? Il y a un suivi qui est dû par l'entreprise générale, hein, Sylvain, un suivi sur la performance énergétique pendant, alors je ne sais plus si c'est 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. C'est un collège qu'on a livré il y a 2 ans. Ouais, effectivement, c'était 3 ans. Et après, nous, le suivi qu'on fait, en fait, c'est un bâtiment qu'on fait visiter régulièrement, hein, tous les 6 à 12 mois, on y retourne, en fait, parce qu'on a souvent des demandes de visite. Et là ce dont on peut témoigner, c'est que le bâtiment, il est encore, donc du coup, 3 ans après, il est comme neuf. Il y a un soin et un respect, en fait, de la part des usagers et impulsé, je tiens à louer ces services par le principal du collège, qui est vraiment remarquable. Et le bâtiment, il a vraiment, il est impeccable. 3 ans après, il est impeccable. Alors que ça nous arrive même régulièrement de livrer des bâtiments et 6 mois après d'être désolé en les visitant. Mais là, c'est vraiment c'est tout le contraire, quoi. C'est assez impressionnant. Non, je confirme ce que tu dis parce que nous, chez AMG Architectes, c'est notre 8e collège. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il est très, très bien entretenu, très bien. Il y a un respect de la part des élèves également. On sait que c'est pas facile comme population, les collégiens. Et là, franchement, et puis la cour a été très bien pensée avec les paysagistes avec lesquels on a travaillé. C'est vraiment une cour oasis. Ça vit très, très bien et les gens sont contents, je crois. Voilà, le principal, très modeste, dit toujours que c'est parce que le bâtiment est bien que les gens le respectent, mais je pense que il est quand même. Je pense qu'il tient bien ses doigts. Ouais, il tient très très bien ses troupes et franchement, c'est tout à fait exemplaire. Almi de Verge, je me permets d'intervenir parce que je trouve que la remarque est vraiment très intéressante. Nous, on n'a pas eu un retour, si ce n'est qu'on se dit, si personne ne dit rien, c'est que tout se passe bien. Mais au-delà de ça, sur l'entretien, je pense que c'est vraiment, quand on construit, je parle des architectes, des entreprises, l'association du maître d'ouvrage aux objectifs finaux et dans le temps de la durabilité du bâtiment me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment conscience que ça s'entretient comme une voiture, il faut faire la vidange, il faut la laver de temps en temps, etc. Et cette remarque-là, je me paraît très, très pertinente. Donc, le maître d'ouvrage doit aussi
avoir cette conscience-là qu'un bâtiment, c'est quelque chose qui vit, qui s'use, qui s'utilise et qu'il faut en permanence l'entretenir. Ça me paraît très important. C'est vraiment un travail d'équipe. Autre question, quelles méthodes permettent de diagnostiquer les matériaux réutilisables lors de la déconstruction? Comment garantir la qualité et la sécurité des matériaux issus de ressourceries, de déconstruction sélective? On peut y répondre brièvement, même si ce n'est pas le cœur du sujet. Juste avant, j'avais une question à Sylvain et Marc. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage prévoit de rajouter des modules très bientôt sur le collège? Et si oui, comment vous prévoyez leur approvisionnement et leur pose? Pour l'instant, pas à ma connaissance, hein. Sylvain a évoqué le sujet. On n'a pas été sollicité pour des extensions. J'espère que ça viendra, mais nous, on est prêts, hein. Mais voilà. Donc, pour l'instant, mais je pense que ça va se faire. Ouais. Alors après, est-ce que ça va se faire dans le timing qu'il a imaginé, c'est-à-dire pouvoir rajouter 2 salles de classe pendant l'été? Nous, sur le papier, je pense que c'est tout à fait réalisable pour les raisons qu'a très bien décrites Sylvain, et notamment les conditions de réception de ces modules, hein, puisqu'on n'a effectivement aucun travaux de VRD à faire. Donc c'est jouable. Après, il y a le problème des marchés publics, la lenteur administrative, etc., quoi. Ce qui est sûr, c'est que le quartier, en fait, s'est densifié et continue de se densifier énormément avec une grosse entreprise de matériaux de construction qui est implantée juste à côté, hein, et qui a vocation, en fait, à être remplacée par des logements. Donc, il y a de très fortes chances que le collège, qui en plus est très apprécié dans le quartier, a priori, vienne à s'agrandir, mais ça ne se fera peut-être pas dans les délais qui étaient initialement envisagés, en fait, dans lesquels plutôt le conseil départemental s'était laissé la possibilité de le faire sous forme d'opération à tiroir dans le cadre du marché initial, qui était une durée de 3 ans, il me semble. Mais voilà, donc ça se fera certainement, mais plus tard. Là-dessus, Almi Devers, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que les questions que vous avez abordées tous les deux me paraissent importantes. La reversibilité, c'est-à-dire c'est dans quelle période? On peut imaginer, là, nous, par exemple, sur la cité étudiante, les architectes, malheureusement pour eux, ne sont plus là. C'est-à-dire tous les problèmes de responsabilité, d'image, etc., on n'a pas eu ce problème-là. Imaginons qu'on construise aujourd'hui un bâtiment, et puis dans 10 ans, un maître d'ouvrage dit « je veux l'agrandir, je veux le changer sa destination ». Où sont les limites des responsabilités? Nous, les architectes, on sait de quoi on parle, hein. Il y a la décennale, il y a les constructeurs aussi. Comment on vient mettre un nouveau produit à côté d'un produit qui est existant? Qu'est-ce qu'on change? Où sont les limites? Où sont les responsabilités? Et c'est un vrai sujet, je pense, qui peut interroger vraiment la réversibilité. Parce que le problème de la responsabilité pénale et la responsabilité constructive, technique, architecturale, de l'image, etc., tout ce que l'on veut, me paraît un sujet à aborder essentiel. Parce qu'on peut imaginer que la progression, la connaissance des nouveaux matériaux fasse que dans 10 ans, je dis 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, j'ai pas de, peut-être ça ne m'intéresse pas à ce moment-là, mais on puisse trouver des matériaux hyper performants, qualitativement impeccables, et on dise, bon, on va remplacer toutes les façades. Quid de l'image, quid de la responsabilité? Comment ça se passe? Il y a l'évolution, vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure de la réglementation de la sécurité, par exemple, hein, les tenues au feu, les évacuations. On voit toutes ces quantités de réglementation qui s'imposent à nous tous les jours davantage, pour le bien de tous, hein, certainement. Je ne remets pas en cause du tout ça, hein, c'est pas du tout mon propos. Et voilà, ça pose un sujet de fond, tant pour les maîtres d'ouvrage que pour nous, les archives, les entrepreneurs qui travaillent avec nous. Il me paraît quelque chose vraiment d'important. On pourrait, par exemple, pour continuer là-dessus, là, c'est un autre sujet, nous dire maintenant, vous allez construire que des ossatures, et puis dans tous les 10 ans, on remplacera les remplissages parce qu'on aura des matériaux plus performants, plus ouverts, moins ouverts. Voilà, c'est un débat qui m'intéresse beaucoup, ça, qui avait été abordé dans les années 70 par pas mal d'architectes, en particulier les Japonais, là-dessus, sur comment on greffait sur les bâtiments existants, et ça fait les grandes heures de la science-fiction aussi, et ça me paraissait assez rigolo pour nous.
compléter aussi, et pour répondre peut-être par un autre volet à la question qui était posée sur comment garantir la qualité des sécurités des matériaux issus en fait, de ce réemploi. En fait, il y a également les assurances qui ont un rôle à jouer et avec lesquelles on commence à avoir des réponses. Nous, on est sur le coup là d'un réemploi en totalité en fait d'un bâtiment là qui est sur Lyon et qui a été construit par une autre entreprise qui est en modulaire bois aussi. Et en fait, on a questionné notre assurance qui, pour la première fois, en fait, a accepté qu'on puisse reproposer en fait une décennale nouvelle, donc qui repart à zéro pour un bâtiment qui est entièrement en réemploi. C'est un bâtiment de 765 mètres carrés qui est une école maternelle et qu'on propose actuellement, je dirais, à la vente parce que en fait, elle a été construite il y a 7 ans seulement et c'est un bâtiment en fait qu'on a requalifié. Effectivement, par rapport à la question qui était posée, on a requalifié, c'est-à-dire qu'on l'a en partie démonté pour pouvoir inspecter notamment les côtés structurels. Et donc, on est obligé, en fait, pour requalifier un produit, on est obligé de l'inspecter, de le soumettre à des tests, à des inspections, pour pouvoir, en fait, le remettre dans le circuit, en fait, du bâtiment et qu'il redevienne, en fait, un bâtiment à neuf, même si en fait il utilise là pour le coup en grande partie en fait des structures, des menuiseries, etc. et qui ont déjà pour le coup 7 ans. Ah oui, d'accord. Donc 7 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle d'un bâtiment, mais ça demande déjà en fait énormément d'efforts de la part des assureurs pour remettre une assurance décennale en fait sur un bâtiment qui est utilisé en réemploi. Très bien. Et donc, on avait une autre remarque aussi qui disait qu'effectivement, le vrai sujet, c'est l'anticipation du changement d'usage en fonction d'une évolution potentielle d'usage, de destination. Effectivement, il y a une part d'inconnu, mais il faut pouvoir l'anticiper. Un autre complément d'information qui disait que pour modifier l'usage d'un bâtiment, il est primordial d'avoir un diagnostic et une étude de faisage, tant sur l'organisation, mais aussi sur la technique, donc structure, mais la thermique, l'acoustique, voilà, pour bien anticiper les difficultés du coup de changement d'usage. Léa, du coup, a communiqué une FAQ sur le réemploi. Du coup, pour répondre à la question sur le diagnostic ressources, vous avez la page filière réemploi sur le site internet d'Envirobat Occitanie. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression que non. Je crois qu'on arrive à la fin du coup de notre webinaire. J'espère qu'il a pu vous donner des idées et des outils pour concevoir vos projets. Merci à tous d'y avoir participé. Merci aux intervenants d'avoir présenté des projets hyper intéressants. N'hésitez pas à adhérer à Envirobat pour suivre nos actualités et participer à nos futurs événements. Là, prochainement, on a la commission BDO à Toulouse, qui aura lieu donc, au sein du village Saint-Aubin, donc le bâtiment présenté par Charlotte Caladuc d'Arter, donc à Toulouse le 19 décembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à participer. Et puis écoutez, je vous souhaite à très bientôt pour le prochain webinaire des vendredis du bâtiment durable. Merci à tous encore et à très bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir.